nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette session réécriture du canon. Alors, en tant qu'historienne de l'architecture moi-même, je suis très impatiente d'écouter les deux interventions qui vont suivre et qui porteront sur l'historiographie de l'architecture au XXe siècle. Donc, elles interrogeront la façon dont des individus ou des groupes d'individus ont mis en place des stratégies de construction de récits historiques pour servir des objectifs divers, allant de la légitimation professionnelle à la diffusion d'une approche conservatrice de la discipline. Donc, lors de cette deuxième session, nous aurons l'occasion de confronter les discours et les pratiques de deux types d'acteurs bien différents. D'un côté, un groupe de professionnels manquant d'ancrage institutionnel et de l'autre, un universitaire bien implanté au sein d'un collège de l'université de Cambridge. Avant de lui laisser la parole, je vais présenter notre première intervenante, Léna Lefranc-Cerveau. Donc Léna est diplômée de l'école du Louvre et d'un master en droit du patrimoine et elle est actuellement doctorante à l'université de Rennes 2 sous la direction d'Hélène Janière. Elle consacre sa thèse à la Société des architectes modernes, donc un groupement professionnel qui a été fondé en 1922 et dans lequel se sont notamment investis, mais je parle sous ton contrôle, des architectes comme Franz Jourdain ou Hector Guimard. En parallèle de ses recherches, Léna a notamment travaillé dans le domaine muséal, en participant au commissariat de l'exposition Art déco France-Amérique du Nord à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et elle enseigne en outre l'histoire de l'art et de l'architecture dans plusieurs institutions, donc l'Université Rennes 2, l'École du Louvre ainsi que l'ENSA de Nantes. Et nous lui laissons la parole pour une communication intitulée « Écrire une histoire de l'architecture moderne dans l'entre-deux-guerres, les stratégies historiographiques de la Société des architectes modernes ». Merci Lucie du coup pour cette présentation. Donc bonjour à tous et merci à l'Institut national d'histoire de l'art pour l'organisation de ce congrès et de me permettre donc d'intervenir autour de ce thème du canon en art qui me semble vraiment très passionnant. Donc, alors pour commencer donc je voulais rappeler qu'à partir effectivement du dernier tiers du XIXe siècle, au moment où disparaissent des architectes comme Labrousse ou Viollet-le-Duc, débute parallèlement donc, un processus de mise en place de généalogie et de filiation donc, de l'architecture moderne. L'héritage donc, de ces personnalités se retrouve au cœur de démarches de récupération et de revendication. Leur réalisation se voit élevée au rang de référence d'une nouvelle histoire de l'architecture. On peut dire que c'est à ce moment-là que débute une histoire de l'architecture moderne. Alors ces démarches se poursuivent en fait dans l'entre-deux-guerres et la fabrication de ces généalogies de la modernité sont encore à ce moment-là l'enjeu de stratégie de légitimation. Alors à cette époque, l'enjeu ce n'est plus tant de réécrire en fait ces filiations qui sont donc déjà plus ou moins mises en place à la fin du XIXe siècle que finalement de les confirmer en fait et de s'y inscrire, de poursuivre en fait l'écriture de ce récit alternatif de l'histoire de l'architecture, mais donc destiné à devenir canonique. Et cela donc en y ajoutant de nouvelles références. Le cas donc des stratégies historiographiques mises en place par les membres de la Société des architectes modernes en est un exemple. Alors, la Société des architectes modernes, elle est créée en 1922 dans le but donc, de faire accéder à la commande les architectes modernes dans le cadre donc, de la préparation de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Alors, les architectes qui composaient ce groupement se revendiquaient tous de la modernité architecturale et la société était effectivement présidée par des personnalités comme Franz Jourdain et comme Hector Guimard, Henri Sauvage ou Adolphe Dervaux, hein, qui seront ses vice-présidents et qui sont des personnalités qui se sont illustrées au tournant du siècle comme des novateurs, comme des régénérateurs de l'architecture. Alors, les démarches de ces architectes sont pour vraiment une bonne part cruciales dans le processus qui va déboucher donc, sur la reconnaissance de ces architectes issus donc, d'un milieu professionnel globalement non officiel.
Alors, dans un premier temps, il va s'agir donc de confirmer, je le disais, ces nouvelles références. Alors, dans ce cadre, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc reste la figure centrale de ces stratégies de récupération d'un héritage rationaliste qui sous-tend en fait la modernité architecturale, et il est au cœur en fait de ces mises en place de filiation intellectuelle et artistique. En 1930, donc, dans le deuxième numéro de l'Architecture d'aujourd'hui, Franz Jourdain, donc le président de la SAM, je le rappelle, publie un article sur Viollet-le-Duc, et sous sa plume, donc, l'auteur du dictionnaire raisonné de l'architecture est présenté comme celui qui osa lever le drapeau de la révolte, dénonça le mensonge du recopiage et prouva le danger du fétichisme pour cette renaissance italienne qui a causé tant de mal à l'initiative créatrice de la France. C'est lui qui, en laissant aux pierres un peu de son sang et de sa chair, a courageusement ouvert la brèche libératrice par où a passé l'école moderne. Donc Viollet-le-Duc est perçu comme une figure de libérateur, clairement désigné comme l'origine de la modernité architecturale, celui qui va aussi faire passer le récit donc passer d'un corpus, celui de la Renaissance italienne, à donc un nouveau corpus de référence. Il est un personnage stratégique auquel il va convenir de se rattacher. La référence à Viollet-le-Duc, présentée par Jourdain au sein d'un récit héroïque en fait de la modernité, consomme vraiment l'idée d'une histoire de l'architecture moderne par la rupture, récit qui tente à devenir déjà canonique chez les historiens d'architecture, notamment allemands de l'entre-deux-guerres, qui mettent tous en évidence cette rupture, ce rift, pour reprendre le terme de Panayotis Tournikiotis, qui fait passer de l'histoire de l'architecture à l'histoire de l'architecture moderne. Et c'est sans doute pour cette raison que c'est à Viollet-le-Duc que les architectes de la SAM choisissent de faire remonter cette généalogie de la modernité. Il incarne peut-être mieux que tous l'opposition donc à l'académisme, une posture déjà chère à Jourdain, mais aussi aux autres architectes de la Société des architectes modernes. Adolphe Dervaux, donc le vice-président de la Société d'architectes modernes, accompagnait vraiment Jourdain dans ce combat contre l'académisme dans les années 10, et il l'avait donc largement épaulé. Et donc 5 ans après Jourdain, après que Jourdain écrit dans l'architecture d'aujourd'hui, il écrit à son tour dans l'architecture d'aujourd'hui et confirme encore une fois donc l'importance de la figure de Viollet-le-Duc pour l'architecture moderne. C'est bien de lui qu'il faut partir, malgré ses erreurs d'ailleurs insignifiantes, pour dater l'art moderne. Voilà, donc après la confirmation donc, de ces références, il va s'agir de s'inscrire dans cette filiation. Adolphe Dervaux joue là encore un rôle essentiel dans l'affirmation de la filiation des figures tutélaires de la SAM avec les maîtres de l'architecture moderne, d'abord en s'exprimant au sujet de Franz Jourdain, donc le président de la société. Ne continue-t-il pas, lui, vivant Épergos, la tradition de Viollet-le-Duc contre le tardigrade d'Oxy? Donc là, il reprend les deux personnages principaux de Histoire d'une habitation humaine de Viollet-le-Duc. Et il va donc continuer cette démarche en rendant cette fois-ci hommage donc, à Guimard, donc un autre vice-président de la société, et il écrit donc à son sujet « Certes, Viollet-le-Duc, Vaudremère, de Baudot sont les hauts patrons de l'architecture d'aujourd'hui qu'ils n'auront pas connu, mais Guimard est celui qui a déclenché, parfois sous d'amers orages, le mouvement moderniste. » Et dans d'autres circonstances, Dervaux va aussi parler de, je cite, cette lignée de porteurs de flambeaux, dans laquelle il va inclure directement, donc à la suite de personnages comme Lheureux, Vaudremère, de Baudot, Benouville, donc les architectes décédés de la SAM, donc Charles Genuis, Charles Plumet, Henri Sauvage, Louis Sorel, en créant donc une sorte de panthéon des modernes et en confirmant donc la généalogie, la filiation avec les figures tutélaires. Alors les membres de la SAM vont aussi jouer le rôle de redresseurs de tort lorsque ces généalogies, cette histoire de l'architecture moderne qui a prétention donc à devenir canonique pour les modernes, va être remise en question. En 1931, Ivano Rambosson, le critique d'art qui fut donc le premier secrétaire de la société, se sent obligé d'intervenir de façon assez virulente dans la revue Commedia pour faire la critique donc d'un ouvrage publié par un historien de l'architecture argentin qui s'appelle Ángel Guido.
Dans l'ouvrage donc Incriminé, qui s'intitule La machinolâtrie, il critique notamment le fait que la seule référence prise en compte par Guido soit celle donc d'un historien de l'art allemand, Wörmann, et de son ouvrage Histoire de l'art, et dans lequel celui-ci affirme qu'il n'y a pas d'architecture moderne en France avant 1920. Alors la levée de bouclier de Rambosson tient au fait que l'ouvrage de Guido, donc écrit en plus en français, donc plus susceptible aussi de diffusion dans le débat architectural, consacrait donc les Autrichiens comme les seuls inventeurs de l'architecture moderne. Idée qui était intolérable pour des architectes, des historiens et des critiques de l'architecture moderne française de l'entre-deux-guerres qui s'efforçaient précisément d'établir un discours qui avait vocation à devenir canonique, qui consistait donc à affirmer que Viollet-le-Duc, c'était de Viollet-le-Duc qu'avait procédé l'architecture moderne autrichienne, belge et anglaise. Rambosson se sont donc obligés de rappeler plusieurs choses. Déjà, il commence par rappeler que donc, c'est de Viollet-le-Duc, je cite, d'où découlent les conceptions nouvelles de la bâtisse dans tous les pays. Et il cite donc un certain nombre de protagonistes de l'architecture moderne française, comme Duban, Labrouste, et la Galerie des Machines de Duterre et la Tour Eiffel. Ensuite, il va rappeler que l'invention du béton armé, je cite, est faite en France en 1849 et développée sur notre sol jusqu'à l'édification par de Baudot de Saint-Jean-de-Montmartre. Et enfin, troisième temps, il désigne, je cite, le formidable travail de refonte des conceptions architecturales accompli chez nous à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe siècle par des générations de novateurs. Et dans ces générations de novateurs, donc Rambosson va citer beaucoup d'architectes, donc Charles Génuis, Guimard, Vallin, Théodore Lambert, les Selmersheim, Sorel, Bénouville, les frères Perret, Binet, Louis Bonnier, Sauvage, François Lecoeur, Paul Frisé, Dervaux, Tony Garnier, Agache, Charles-Henri Bénard et Paquet. Donc en définitive, en fait, que des architectes qui ont rejoint la SAM ou bien qui sont morts trop tôt pour l'intégrer. Donc une fois la filiation établie entre les architectes de la SAM et leurs précurseurs, dont le rôle de pionnier a par ailleurs été réitéré, il s'agit ensuite d'ériger donc de nouvelles références en vue d'inscrire les architectes mais aussi leurs œuvres au sein d'un nouveau corpus de références de la modernité. Comme le dit donc Jean-Pierre Éperon, il s'agit donc d'opter soit pour l'approfondissement, pour le renouvellement du corpus. Et lorsque l'on choisi pour le renouvellement, je cite, il s'agirait d'introduire dans le corpus des objets nouveaux qui rendraient caduque et dérisoire la collection des objets anciens, classiques, par opposition à ceux modernes qu'il fait imposer, c'est-à-dire en fait rendre classique. Fin de citation. Alors en 1924, Paul Abraham, donc, qui est un membre de la première heure de la SAM, avait considéré qu'il fallait remonter à la construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève de la Brousse, je cite, pour trouver dans l'histoire de l'architecture française un fait d'importance comparable à la construction de l'église du Raincy par messieurs Auguste et Gustave Perret. Alors, petite précision, Auguste Perret deviendra le président d'honneur de la SAM à partir de 1935. Donc, dans ce discours, Perret est mis sur le même rapport d'importance que Labrousse, qui avait déjà été consacré comme figure tutélaire de la modernité. Perret et son église du Raincy, dont le chantier vient d'ailleurs de s'achever au moment où Abraham parle, donc ils se voient consacrés tous deux comme de nouveaux jalons de l'architecture moderne. Perret est une nouvelle figure d'architecte moderne, un nouveau passeur en puissance, et le Raincy, une nouvelle image, une nouvelle référence dans le corpus de l'architecture moderne. Dans le même ordre d'idées, en 1922, Dervaux, toujours dans Art et décoration cette fois, commente la construction de l'église Saint-Dominique par l'architecte Léon Gaudibert, là encore donc un membre de la première heure du groupe. Les premiers paragraphes de l'article consistent à établir une généalogie des architectes modernes et de leur réalisation dans le domaine de l'architecture religieuse. Alors ainsi, Dervaux inscrit Gaudibert et son église dans une lignée qui remonterait essentiellement à Vaudremer, avec Saint-Pierre de Montrouge et Notre-Dame d'Auteuil. Après Vaudremer vient l'âge du béton armé. Je cite Dervaux. Un élève de Viollet-le-Duc, admirateur et ami de Vaudremer, s'en sert aussitôt, c'est de Baudot, initiateur hardi que nous admirons à Saint-Jean-de-Montmartre. Ce premier essai marque le départ de ce qui se pourra réaliser à l'avenir. Fin de citation.
Dervaux cite ensuite une liste des principaux disciples de De Bodot, dans laquelle prennent place entre autres plusieurs architectes de la SAM, comme Pierre Sardou, Lucien Vogue avec son église de Cesson, et Guimard avec sa synagogue de la rue Pavée. Et c'est enfin au terme de cette longue énumération qu'est placé donc Saint-Dominique de Gaudibert. Alors l'établissement d'un nouveau corpus de référence va également passer de manière très originale par des démarches pionnières de patrimonialisation de l'architecture moderne. Alors ces démarches, elles proviennent d'architectes qui, effectivement, pour une bonne part d'entre eux, sont affiliés à l'administration des monuments historiques, mais elles démontrent surtout, je pense, une singulière conscience de l'histoire. La première étape de cette démarche très précoce est à chercher dans le cadre des travaux de la Confédération des travailleurs intellectuels auxquels participent de nombreux membres de la SAM et dont la section des arts graphiques et plastiques est présidée par Franck Jourdain puis par Adolphe Dervaux. C'est dans ce cadre qu'en janvier 1931, Dervaux livre à la section un rapport sur le classement par l'État d'édifices et d'éléments de décoration moderne. Le rapport de Dervaux est d'autant plus intéressant que l'architecte se livre d'emblée à une sélection de, je cite, ce qui caractérise le mieux le XIXe siècle. Donc le rapport contient en effet plusieurs noms d'architectes, tous disparus. Donc je cite Dervaux, membres de l'Institut ou indépendants, quelques-uns de leurs auteurs ont fait preuve de génie. Le témoignage en doit être gardé jusqu'aux lointaines générations. Et donc Dervaux va citer donc Duban, Lheureux, Baltard, Labrouste, Gustave Rollin, Espérandieu, Duterre, Sédil, Vaudremer et de Bodot, et aussi quelques architectes de la SAM décédés, Plumet et Charles Génuis. Alors le projet de la Confédération ne se concrétisera pas, mais son étude est poursuivie néanmoins au milieu des années 30 par la Société des architectes modernes. Emmanuel de Thubert, le secrétaire général de la Société, va intervenir dans la construction moderne au sujet de la dénaturation que subit donc l'hôtel du Charne, édifié donc par Pierre Patou, qui est là encore donc un architecte membre de la SAM depuis la première heure. Alors Thubert rappelle déjà qu'aucun édifice contemporain ne jouit d'une protection au titre des monuments historiques et que l'édifice le plus récent à ce moment-là enregistré sur la liste, c'est l'Arc de Triomphe du Carrousel de Percier-Fontaine qui a été donc édifié en 1809. La SAM propose donc l'élargissement de la période chronologique des œuvres susceptibles de bénéficier de cette protection. Alors je cite les propos de Thubert, « Les œuvres auxquelles fait allusion la SAM marquent quelques-unes des étapes de notre art. Elles sont l'aboutissement de recherches qui ont intéressé la nation. Elles apparaissent comme des points de départ pour toute évolution nouvelle. À ces titres seuls, elles ont une valeur historique. » Donc, le terme, l'expression « point de départ pour toute évolution nouvelle » laisse entendre qu'il s'agit bien de retenir des œuvres qui ont fait date non pas dans l'histoire de l'architecture, mais dans l'histoire de la modernité architecturale. Le commentaire de Thubert témoigne de la valeur de représentativité acquise par l'hôtel, qui devient donc une architecture canonique de la modernité des années 20. Alors, en effet, Thubert évoque l'œuvre de Patou, qui avait, je cite, « produit là une des œuvres les plus intéressantes de notre temps ». Et après avoir décrit donc le bâtiment dans ses grandes lignes, il résume « Tout ce bel ensemble, façade et plans, se présentait avec une justesse qui, de nos jours, n'est guère habituelle. J'ajoute qu'il pouvait figurer dans l'évolution si rapide que subit, que recherche peut-être l'architecture moderne comme un de ces moments où s'arrête l'historien pour juger de son temps. » Donc en effet, l'hôtel du Charne peut être considéré comme l'avatar du bien connu hôtel du collectionneur de l'exposition internationale de 1925, dont il reprend effectivement dans les grandes lignes le programme, la forme et les dispositions générales, ainsi que ses intervenants. L'hôtel du Charne semble avoir été choisi par la SAM parce qu'il incarne peut-être mieux qu'aucun autre édifice le style des années 20 et le triomphe de la phalange des modernes à l'exposition internationale. Enfin, l'hôtel du Charne a fait école depuis et ses formes et dispositions sont reprises dans des constructions comme la Villa Leilora, imaginée par le trio Hiriard,
Tribuevo, et l'ambassade de France en Serbie, construite en 1933 par Roger-Henri Expert. L'Hôtel du Charme consacre donc un type d'architecture caractéristique de la production architecturale privée des années 20. Alors, l'Hôtel du Charme, cependant, au moment où de Tubert écrit, il n'a que 10 ans et reste donc un monument extrêmement récent. Et on voit par quel truchement donc, les membres de la Société des architectes modernes s'approprient une mission qui était alors attribuée à l'État de sélection du patrimoine national. Les architectes de la SAM revendiquent le droit d'écrire une histoire dont ils sont finalement eux-mêmes les acteurs. Leur démarche est en ce sens problématique puisqu'ils souhaitent en effet procéder eux-mêmes à cette sélection qui précède l'acte de patrimonialisation. Et ce n'est pas la dernière fois que les architectes modernes vont investir le milieu patrimonial pour soutenir une entreprise de légitimation et de constitution d'un corpus de référence. À la suite de l'administration des monuments historiques, c'est l'institution muséale, cette fois, qui est prise en otage pour sa capacité institutionnelle à confirmer un canon pour l'architecture. À la fin des années 30, la SAM est également à l'origine d'un projet de musée des précurseurs de 1900, dans lequel elle propose de présenter quelques œuvres phares des architectes novateurs du tournant du siècle. Donc pour conclure, ces tentatives de création de nouveaux canons de l'architecture et de production de nouvelles références a pour la SAM une dimension essentielle, puisque ces démarches sont là pour soutenir l'accès à la reconnaissance des architectes modernes. S'ils jouissent pour un grand nombre d'entre eux d'une certaine notoriété dans l'entre-deux-guerres, ils n'en sont pas moins relativement marginaux sur la scène de l'architecture officielle. Créer un nouveau corpus de référence, de nouvelles figures de référence, c'est faire basculer le jeu des forces en présence. On peut dire que même si aucune des tentatives de la SAM n'a abouti, il n'en demeure pas moins que l'objectif à ce bandant était globalement atteint. Et le rôle de la SAM dans le bouleversement de ces rapports de force qui vont modifier, à mon sens, durablement l'histoire d'architecture n'est pas négligeable. Je vous remercie. Merci beaucoup Léna pour cette passionnante communication qui, je pense, va vraiment faire écho à celle de notre prochain intervenant, William Terrier, que je vais présenter rapidement avant de lui donner la parole. Alors William est lui aussi doctorant en histoire de l'architecture à l'Université de Rennes 2 sous la direction d'Hélène Janière. Diplômé de l'Université Bordeaux-Montaigne en histoire de l'art, il a consacré son mémoire de master à la réception d'Augustus Pugin dans l'historiographie franco-britannique. Actuellement, sa thèse s'intéresse à la notion de tradition classique dans l'historiographie architecturale dans le dernier tiers du XXe siècle. En lien avec ce sujet, il a notamment publié un passionnant article dans un récent numéro de la revue Transversale, évoquant les actions du groupe antimoderne des New Georgians pour la préservation du patrimoine architectural dans les années 80 en Angleterre. Le travail doctoral de Williams se focalise notamment sur le cas de l'enseignant David Watkin, et c'est justement de cet acteur qui va nous parler cet après-midi dans le cadre d'une communication intitulée « Vitruve à Peterhouse, David Watkin et l'enseignement de la tradition classique à Cambridge dans les années 70. » Je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter cette communication. J'ai donc 20 minutes pour retracer avec vous, comme l'indique cette première diapositive, l'enseignement de la tradition classique à Cambridge dans les années 1970, une thématique qui est en fait un fragment d'une thèse donc en cours sur la tradition, sur la notion de tradition classique dans l'historiographie de l'architecture du dernier tiers du XXe siècle, qui a pris avec le temps la forme d'une biographie intellectuelle d'un historien de l'art et d'un historien de l'architecture qui s'appelle David Watkin, que vous voyez présentement à l'écran, et qui fut l'un des principaux artisans à partir de la fin des années 60 d'un regain d'intérêt dans la discipline pour l'étude de la tradition classique en architecture, et en particulier la période charnière que constitue l'architecture néoclassique et le mouvement pittoresque, dont vous avez une de ces synthèses à droite, qui sera discutée un peu plus tard dans cette communication. Je parle de regain d'intérêt car il faut préciser que depuis l'après-guerre, l'utilisation du vocabulaire classique en architecture et son étude étaient totalement tombées en désuétude, voire même assez méprisées, frappées d'infamie depuis que les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres avaient choisi la grandeur classique en tant que vitrine architecturale
et que les démocraties victorieuses s'étaient définitivement tournées vers le choix du moderne. Et de cette réhabilitation assez remarquable, ce qui m'a très tôt interrogé, c'est la question de la diffusion du goût et des canons architecturaux, notamment dans les thématiques historiographiques, comment elles se transmettent d'une génération à une autre, principalement sous l'angle des échanges individuels, justement car dans ces balbutiements, dans les années 60, il n'était encore question que d'individus éparses, pas uniquement dans les instituts de recherche, mais aussi dans les départements d'histoire de l'art, le lieu de formation des historiens de l'art. Et dans ce cadre-là, l'enseignement a joué un rôle de premier plan dans ce regain d'intérêt et de la diffusion du goût classique. David Watkin, en particulier, fait partie de ces enseignants. C'est simple, il a passé toute sa carrière à Cambridge. Il y a enseigné l'histoire de la tradition classique en architecture de 1964 pendant son doctorat jusqu'à la fin des années 2000, suivant ainsi une retraite paisible. Donc, plus de 40 ans d'enseignement. Il a donc formé plusieurs générations d'historiens de l'art. Il a été témoin depuis les années 60 de toutes les évolutions méthodologiques de ces 60 dernières années, plusieurs atmosphères culturelles et politiques, témoin direct des bouleversements sociaux des années 60, et comme beaucoup de figures conservatrices de sa génération, il a construit son positionnement intellectuel à rebours de ce qu'on appelait alors la société permissive. Et Cambridge ne fait pas exception. La vie étudiante porte également la marque de ces bouleversements par de nouvelles revendications politiques et sociales, notamment une remise en cause du système disciplinaire qui était incarné par les proctors. Ces officiels multifonctions à la fois cérémoniels et autoritaires craints des militants syndicalistes. Vous voyez à l'écran à droite l'Assemblée générale en 1971 du CSU, qui était le principal syndicat étudiant de Cambridge, qui réclamait la fin du système proctorial. Je n'évoque même pas la question de l'admission progressive des femmes au sein de l'université, qui mériterait à elle seule une journée de colloque, mais comprenez que dans ce contexte, les enfants perdus de la bourgeoisie conservatrice, désormais minoritaires politiquement, n'auront d'autre choix que de se regrouper en groupes atomisés. Et c'est ainsi qu'en 1962, David Watkin, encore jeune étudiant, fait la rencontre avec plusieurs autres camarades du chapelain de Cambridge, Monseigneur Alfred Gilby, l'incarnation d'un certain passé de Cambridge, pré-60s, pré-réforme Vatican II, qui était très attaché aux valeurs traditionnelles et à la messe laterne. David Watkin, qui se construit encore intellectuellement, trouve en lui un modèle d'autorité, de droiture, d'érudition, notamment architecturale. Le jeune Watkin se convertit au catholicisme sous son influence, qui a incarné, en fait, pour beaucoup de ces jeunes convertis, dans ces années-là, un retour à l'ordre nécessaire dans le chaos généré par cette nouvelle société de tolérance. Une fois son doctorat en poche, David Watkin trouve refuge en 1970 dans le collège Peterhouse, le plus vieux collège de Cambridge et un des plus petits également, dans lequel s'est constitué très tôt un cercle restreint de conservateurs désireux de proposer une réponse académique aux bouleversements sociaux de son temps. Une sorte de contre-culture émerge qui ne constitue pas à proprement parler un groupe de réflexion, mais davantage une réunion informelle d'acteurs de la vie académique de Cambridge qui partageaient alors une ligne commune, celle d'un conservatisme social qui défendait un retour aux valeurs traditionnelles afin de retrouver un certain ordre social. David Watkin vient ainsi s'agréger autour de ce cercle déjà constitué, des personnalités assez médiatiques comme Roger Scruton, Maurice Colling et John Casey, bien d'autres aussi, dont l'ambition politique, premier, était d'établir de nouvelles fondations philosophiques et de préparer intellectuellement cette nouvelle droite qui se reconstruit et la préparer à la pratique du pouvoir consacrée en 1979 par l'arrivée de Margaret Thatcher. Donc, vaste programme, au sein duquel on peut supposer que David Watkin n'était pas forcément directement impliqué. Au fond, il était principalement concerné par l'architecture, mais disons qu'il s'est nourri de ces échanges disciplinaires, transdisciplinaires même, et en 1977, désireux de participer à la grande tradition polémique du collège, David Watkin publie un pamphlet anti-moderne, fruit de ses réflexions architecturales et de ses échanges au sein de Peterhouse, Morality and Architecture, dans lequel il attaque directement son ancien directeur de thèse, Nicolaus Pevsner, que vous connaissez sûrement pour sa monumentale collection des Buildings of England,
Pevsner, que David Watkin accuse d'avoir instrumentalisé une vision déterministe de l'histoire, téléologique, afin de favoriser le développement de l'architecture moderne en Angleterre, et ce, dans une approche collectiviste qui, je cite, déprécierait le génie individuel de l'architecte. Et vous imaginez combien cette critique méthodologique s'insérait parfaitement dans les vocations politiques du collège, et que cette polarisation entre modernistes et traditionnalistes, entre collectivistes et individualistes, servait sur un plan une autre polarisation qui était celle des valeurs libérales et conservatrices. Ces tensions au cœur des désaccords méthodologiques allaient au-delà des querelles de papier, impactaient également les universités, les départements d'histoire de l'art, et pour ce qui nous concerne, l'évolution de celui de Cambridge est un exemple frappant puisque le département d'histoire de l'art et d'architecture, qui n'en formait qu'un seul à l'origine, dans le même bâtiment, proposant un même diplôme jusqu'en 1970, date à laquelle une scission s'est opérée, en partie due à ces tensions. Même s'il y avait d'abord des questions de cohérence dans le syllabus et des malentendus pédagogiques d'un diplôme à la fois d'architecture et d'histoire de l'art, en tout cas ce sont les raisons officielles, lorsque l'on consulte le rapport du département, qui évoque donc avant tout des raisons pratiques pour justifier les motivations de l'université à distinguer les deux départements, pour éviter, je cite, des malentendus. Les raisons officieuses, on les comprend mieux lorsque l'on prend en compte la composition du corps enseignant, notamment la présence dans le corps enseignant donc, du duo d'architectes modernistes Sir Leslie Martin et Sir Colin St. John Wilson, très présent dans l'enseignement du département, très peu apprécié de David Watkin, non seulement donc, pour des raisons idéologiques, vous vous en doutez, mais sans doute plus encore en tant que responsable du Williamstown Building, un immeuble résidentiel de 8 étages sur le terrain du collège Peterhouse, juste derrière St. Peter's Terrace, là où précisément David Watkin avait pris ses quartiers. Lequel serait donc l'un des principaux artisans de cette partition. On peut le supposer, en tout cas, c'est ce que plusieurs contemporains de cette période m'ont confié lors d'entretiens que j'ai menés à Cambridge. Mais en tout état de cause, cette scission lui était favorable, car il allait enfin pouvoir mieux disposer du département et de ce contenu pédagogique. Et ce n'est pas un hasard si dès l'année 1970, le cours magistral de David Watkin est réintitulé « La tradition classique en architecture », et qu'il a introduit Roger Scruton dans le syllabus avec un cours sur Gambridge et la théorie de la tradition. Disparition des cours dédiés au mouvement moderne, que ce soit d'un point de vue théorique et historique, et une inclination de plus en plus forte au fil des années vers l'étude de l'architecture anglaise et de la tradition classique. Si bien que l'année 73 marque la présence non seulement de Scruton et de Casey dans le nouveau syllabus, mais également la présence remarquable de Quinlan Thierry, l'architecte du revival néoclassique, que Charles Jenks, le théoricien du postmodernisme, avait situé à l'extrémité classique de son tableau des courants contemporains. Et au vu de la proximité stylistique et idéologique et même cultuelle entre David Watkin et Quinlan Thierry, il est plus que probable qu'il ait pris l'initiative de l'introduire dans le département. Mais au-delà de ces interventions somme toute ponctuelles, ce qui constitue alors dans ces années-là le cœur du syllabus, concernant l'étude de la tradition classique en architecture, c'est le tandem que David Watkin forme avec un autre enseignant du département, Robin Middleton, auteur d'une brillante thèse sur Viollet-le-Duc. Et dans ce cours magistral préparé à deux mains, David Watkin se chargeait du néoclassicisme anglais, pittoresque, Robin Middleton du néoclassicisme français. C'est un cours qui traversera 2 décennies, depuis la fin des années 60 jusqu'en 1987. Et dans mes échanges avec les anciens élèves de David Watkin, c'est le cours qui revient le plus souvent, non pas pour des questions de contenu, étrangement, mais surtout pour une question de forme et de manière. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer le contraste vestimentaire entre Robin Middleton, cheveux longs, veste verte fluo, en simili-peau de serpent, dans une excentricité, disons, propre à son époque, tout à fait moderne, et David Watkin, le parangon du young foguet, avec ses grandes manières édouardiennes, on pourrait dire à l'élégance classique, dans des registres diamétralement opposés, mais étrangement, d'un point de vue purement académique, ils partageaient des centres d'intérêt très proches, et de cette proximité pédagogique, il en sortira un ouvrage synthétique publié sous le titre évocateur d'architecture moderne, sans doute un pied de nez terminologique au camp d'en face,
comme David Watkin avait l'habitude dans ses ouvrages, d'abord en italien, en allemand, en espagnol, puis en anglais, traduit également en français en 1983. D'un point de vue méthodologique, on observe une emphase particulière portée sur l'individualité des architectes, sur une succession de chefs-d'œuvre en privilégiant un certain canon de l'histoire de l'architecture, dans lequel les effets de grandeur néoclassique sont manifestes dans les palaces, les opéras, les bibliothèques, les hôtels de ville, avec beaucoup d'effets de comparaison, des comparaisons formelles, et un intérêt particulier à retracer le goût architectural, comment il se diffuse à travers les publications, le dessin, les gravures, mais aussi dans les cercles de réflexion et les clubs. Une approche méthodologique, des choix de sélection qui se situaient plutôt à rebours des récentes évolutions de la discipline, portées vers les histoires culturelles, les histoires sociales de l'art et de l'urbanisme, où les aspects sociaux, ceux du collectif, économique, étaient prépondérants dans l'analyse. Par ailleurs, dans moralité et architecture, il opérait déjà cette critique de ces disciplines et revendiquait une forme d'autonomie de l'histoire de l'art par rapport à ces nouvelles méthodologies accusées de vouloir pousser un agenda socialiste. Cela devrait faire écho à ce que vous avez peut-être pu entendre ce matin dans le discours de M. Éric de Chassé, qui montre bien à quel point, au fond, cette crainte de la perte d'autonomie, de reléguer l'histoire de l'art comme une branche d'autres disciplines, est une angoisse qui est actuelle, mais qui aussi prend racine dans l'émergence de ces histoires culturelles et de leur réception critique. Je précise, les cours de David Watkin, les cours magistraux, n'étaient pas du tout politisés, mais par contre, il était tout à fait conscient d'offrir une alternative méthodologique et que revendiquer des critères d'évaluation propres à l'histoire de l'architecture était une façon pour lui de résister à l'influence de ces nouvelles disciplines dans les départements d'histoire de l'art. Et c'est dans cet esprit qu'il publie 2 autres ouvrages de synthèse issus de sa pratique de l'enseignement, History of Western Architecture et English Architecture, plus centré le second sur la tradition anglaise, dans laquelle la tradition classique retrouve une place prédominante et où l'influence des évolutions récentes sont largement dépréciées. 2 ouvrages à destination des étudiants, disponibles en format poche. Il avait sûrement compris tout autant que ses adversaires idéologiques que le combat ne se menait pas uniquement dans les unités de recherche et les colonnes des revues spécialisées, mais surtout dans la salle de classe, dans le lieu de formation des futurs historiens de l'architecture. Et plus encore que la salle de classe, l'influence de David Watkin fut sans doute plus directe dans les supervisions. Alors que sont les supervisions dans le système éducatif de Cambridge ? Ce sont des sessions composées d'un petit groupe, généralement de 1 à 3 étudiants, et d'un superviseur, une sorte de tuteur. Chaque supervision peut nécessiter une certaine préparation au préalable. Il peut s'agir d'un compte-rendu de lecture ou de la rédaction d'une courte dissertation. Et pendant 1 heure, chaque semaine, vous aurez l'occasion de revoir ce travail et d'obtenir un retour immédiat de votre tuteur afin d'approfondir votre compréhension de l'ouvrage ou de la thématique sur laquelle vous avez travaillé. Alors évidemment, ce système est parfait pour David Watkin, qui trouve là une opportunité pour transmettre individuellement ses idées et tisser des liens avec de futurs historiens de l'architecture qui constitueront dans les années 80 son cercle proche. Une particularité, les supervisions ne sont pas évaluées. C'est donc une excellente occasion pour développer une pensée critique face à votre tuteur, qui est là simplement pour encadrer l'exercice et établir ainsi un suivi individuel sur une base régulière. Alors en règle générale, les supervisions se passent dans le bureau d'affectation du tuteur, mais dans le cas de David Watkin, elles se déroulaient chez lui, dans son salon, ce qui serait intenable aujourd'hui, mais qui était très apprécié des étudiants, qui étaient, semble-t-il, ravis d'échanger dans un tel environnement de travail à St. Peter's Terrace. Et vous comprenez, au vu de la décoration intérieure, comment chaque supervision, chaque recoin de son appartement devait donner lieu à une leçon de goût architectural, qui l'a décoré de façon à stimuler les conversations académiques, dans cette reproduction d'un appartement de style Régence, dans le sillage esthétique de son premier sujet de recherche, Thomas Hope, l'objet de sa thèse. Remarquez au passage que l'agencement intérieur, à quelques cadres près, n'a absolument pas changé dans le temps, à partir des années 70 jusque dans les années 2000.
Et tous les entretiens que j'ai eus avec les anciens étudiants sous la supervision de David Watkin m'ont confié avoir passé des séances mémorables qui les ont marqués et surtout qui ont infléchi leur propre goût en matière d'architecture, qui les ont amenés à apprécier tout ce qui entoure la production architecturale, pas uniquement le bâti, mais aussi les dessins, les gravures, les maquettes, d'autant plus que dans son appartement, tout est fait pour rendre, disons, cette esthétique désirable. L'homme lui-même, par ses excentricités vestimentaires et ses grandes manières édouardiennes, dans les années 60-70, générait une fascination, sinon une forme de curiosité. Il est néanmoins assez difficile, après tout ce que je vous ai dit, d'évaluer avec précision l'impact réel de son enseignement sur la diffusion du goût classique, qui est progressivement dilué dans un mouvement conservateur et patrimonial qui dépasse les questions purement historiographiques. D'autant plus que si l'on observe les spécialisations de ses plus illustres élèves, au fond, peu d'entre eux s'orientèrent vers la période géorgienne ou l'architecture néoclassique, et encore moins partagèrent sa grille de lecture politique et la ligne conservatrice du collège Peterhouse dans les années 70. Par exemple, Gavin Stamp, promotion 71, s'oriente très tôt vers l'architecture victorienne, spécialiste de Gilbert Scott Jr. Rory O'Donnell, promotion 75, et Timothy Britton Catlin deviendront des spécialistes respectés du Gothic Revival, en particulier de Pugin, qui était mésestimé par David Watkin. Alan Power, promotion 77, et Barry Bergdoll, promotion 79, feront évoluer progressivement leur champ de recherche jusqu'au mouvement moderne, un comble. Donc il ne faut pas aller chercher son impact dans le renouvellement des thématiques, des canons, sur lesquels il avait manifestement assez peu d'emprise, mais davantage dans la manière d'approcher les œuvres, à les apprécier et à conserver leur place centrale au sein de l'histoire de l'art. Au fond, l'alternative que propose David Watkin à ses étudiants, ce n'est pas seulement la réhabilitation d'un canon classique qui avait été déprécié et méprisé depuis l'après-guerre, mais aussi la conservation d'outils méthodologiques intrinsèques à la discipline qui revendiquent une forme d'autonomie. Pour ces étudiants dans les années 60-70, qui n'étaient pas tout à fait satisfaits du caractère hégémonique du mouvement moderne et de sa rhétorique déterministe, qui ne permettait pas d'alternative stylistique, d'autres canons étaient possibles, qu'ils soient classiques ou gothiques, georgiens ou victoriens, modernes ou antimodernes. Je vous remercie. Un grand merci à tous les deux pour ces deux communications que j'ai trouvées vraiment très très stimulantes et qui se répondent très bien l'une à l'autre. Peut-être avant d'ouvrir le bal en laissant la parole à la salle, je vais vous poser une question sur les réceptions finalement de ces stratégies historiographiques à l'international. Je me demandais si voilà, ces entreprises historiographiques dont vous nous avez parlé, elles ont eu un écho en dehors des frontières, donc de la France pour la SAM ou du Royaume-Uni pour Watkin. Alors on a eu quelques éléments de réponse parce qu'il y avait des historiens de l'architecture américains qui faisaient partie des élèves de Watkin comme Barry Bergdoll, mais voilà, je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus. Alors, me concernant, l'intérêt pour l'étude de l'architecture néoclassique, elle dépasse les frontières anglaises. En France, en Italie, mais aussi, aussi aux États-Unis, notamment parce que de nombreux seront ces élèves qui passeront la frontière états-unienne. Et sinon, tu parlais de... j'ai mentionné Barry Bergdoll parce que j'ai vu passer son nom et voilà que c'est mais aussi américain. En tête, non, je suis en train de me perdre dans mes idées. Mais oui, enfin, j'ai pas... Ouais. Oui. Et pour la SM, je me demandais si c'était... Alors, en ce qui concerne la SAM, j'ai assez peu d'éléments pour répondre à cette question. Toujours est-il que la démarche de la SAM est quand même assez particulière à la France, en fait, puisqu'elle vise à légitimer aussi, elle se place vraiment dans une démarche qui est commune aussi à beaucoup d'autres tendances de l'architecture à ce moment-là, qui vise effectivement à confirmer que c'est bien en France qu'est née l'architecture moderne. Et évidemment, cette réception, en fait, elle est très indépendante par rapport aux différents pays. En fait, tous les pays d'Europe, en tout cas, pour citer l'ère géographique que je connais le mieux, tous les pays d'Europe à cette époque se revendiquent comme étant les générateurs de l'architecture moderne. Donc effectivement, il y a
il y a une dispute en fait de cette origine de la modernité architecturale. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, sur le fait que tu nous disais, William, que cet intérêt pour l'architecture néoclassique, il dépasse largement les frontières du Royaume-Uni, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Wetkin et Middleton ont choisi de publier leur ouvrage d'abord en italien chez Electra Oui, alors ça c'est encore une question qui mérite d'être en effet, sûrement parce que l'édition allemande, italienne et espagnole sont sur le même format, donc ça doit être, je pense, une commande, tout simplement. Et ensuite, ils ont sûrement saisi l'opportunité ensuite d'éditer leurs livres en langue anglaise, mais effectivement 3 ans ensuite, c'est-à-dire qu'à partir de 1977, les trois publications en langue étrangère, et ensuite en 80 en langue anglaise et en 83 en langue française. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup du coup pour vos 2 communications. En fait, vous nous avez un peu présenté 2 stratégies radicalement différentes de refonte du canon. Une par en fait les acteurs eux-mêmes, dans une forme de tentative de aussi s'inscrire eux-mêmes dans ce canon dès lors qu'ils devenaient les héritiers de ce qui devait être la bonne architecture. Et l'autre qui est plutôt une stratégie par la pédagogie et par ceux qui parlent de la pratique. Et je ne suis pas du tout historienne de l'architecture, je me souviens vaguement de mes cours de licence, et clairement il y a une stratégie qui a fonctionné et l'autre pas. C'est-à-dire qu'il y a un canon qui est resté et l'autre qui a échoué. Du coup, je me demandais, donc c'est une question pour tous les deux, pourquoi vous pensez que une stratégie a fonctionné et l'autre a échoué? Non, mais je commence du coup à répondre. En fait, je dirais que la victoire de la SAM, elle est un peu mitigée aussi, en fait, en réalité. Parce que si effectivement elle réussit effectivement à diffuser en fait une nouvelle manière de voir l'architecture, elle va finalement sa conception en fait de l'architecture moderne ne va pas réellement passer l'entre-deux-guerres, enfin l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale en fait. Et en réalité, le canon moderne qui va vraiment triompher après la guerre, c'est le canon Corbusier, en fait. Et le Corbusier est un architecte qui ne fait pas partie de la SAM, en fait. Donc, c'est une victoire quand même mitigée, en fait. Et pour le canon classique, je l'ai un peu évoqué, principalement le mépris qu'avaient les architectes modernistes pour une esthétique classique qui avait été choisi par les régimes dictatorial et donc frappé d'infamie à la suite de la victoire des États victorieux. Donc cette esthétique-là est tombée complètement en désuétude, c'est sûr. Et comment on explique du coup, Léna, le fait que après l'entre-deux-guerres, alors peut-être après la Seconde Guerre mondiale, certains architectes importants de la SM, comme Auguste Perret, se font un peu mettre de côté par l'historiographie pour ensuite être redécouverts ou réhabilités plus tard, je sais pas, à partir des années peut-être 80. Alors, pour être tout à fait exact, en réalité, Perret est quand même un architecte qui va réussir à s'inscrire dans une histoire de l'architecture assez rapidement, en fait. En revanche, les architectes qui forment vraiment, si on veut, la souche première de la SAM, le réseau premier de la SAM, c'est-à-dire des architectes comme Guimard, comme Sauvage, sont des architectes qui vont vraiment tomber dans l'oubli. Dervaux est un architecte qui va être complètement oublié et qui vont mettre beaucoup de temps à être redécouverts pour le coup. Ça va être très lent et même quand ils vont être redécouverts, ça va pas toujours être très positif comme réception au départ. Enfin, ça va mettre du temps vraiment à quitter un peu un langage négatif pour aller vers une valorisation. Pour le coup, alors il y a beaucoup d'explications. Je pense parce que la modernité architecturale qui était prônée par ces architectes est une modernité qui est essentiellement constructive et moins formelle en fait, et que l'histoire de l'art va avoir tendance à analyser les choses sous un angle très formel et regarder l'évolution des formes pour en déduire la modernité en fait.
Et ces architectes-là ne souscrivent pas forcément dans leurs œuvres à, formellement en tout cas, une architecture très moderne du point de vue des formes très nouvelles en fait, alors que constructivement par contre ils s'insèrent évidemment dans des démarches de réflexion qui sont très contemporaines, etc. Donc il y a peut-être ça qui a contribué à les faire oublier, et je pense que la deuxième explication c'est peut-être aussi le fait que la Deuxième Guerre mondiale en fait va être un moment tragique pour l'historiographie, puisqu'elle va enfin tous les architectes en fait qui ne vont pas construire après la Deuxième Guerre mondiale vont aussi tomber dans un oubli. Un oubli relatif, et des architectes qui vont construire comme Perret qui va reconstruire Le Havre, Le Corbusier qui va pouvoir qui jouit d'une réelle reconnaissance après la Deuxième Guerre mondiale, sont des architectes qui vont pouvoir rester rester à la postérité et s'inscrire dans une histoire de l'architecture. Ouais. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Alors je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas du tout dans le milieu de l'architecture, donc il y a très forte chance que je sois à côté de la plaque. Si j'ai bien compris, pour l'architecture classique, il y a une petite similarité avec l'aspect autoritaire, le conservatisme, etc. Est-ce que dans le mouvement qu'on retrouve aujourd'hui, dans l'idée qu'il faut reconstruire des bâtiments à l'origine pour reprendre les codes architecturaux français, allemand, etc., on retrouve ce courant politique-là, ou c'est totalement... ça s'est séparé? Alors c'est toujours un peu rattaché politiquement. Moi, je pars un peu du principe qu'on est tous un peu formés de polarisation mentale, et cette division entre modernistes et traditionnalistes, au fond, elle a toujours un peu couvert les polarisations entre libéraux et conservateurs, dans le contexte anglais entre Whig et Tory, et même si c'est pas forcément systématique, c'est pas parce que vous êtes un tenant de l'architecture néoclassique ou un tenant du vocabulaire classique que systématiquement vous allez être raccroché à un type de parcours politique. Mais dans l'imaginaire collectif, en effet, c'est souvent comme ça que ça vient se récolte. Je suis désolé, je suis éminemment fatigué. J'ai du mal à réfléchir. Mais vous avez raison dans ce lien qui est souvent fait entre politique et esthétique, qui est une thématique qui est très intéressante et qui pourrait faire l'objet d'une présentation. Oui. D'autres questions? Merci beaucoup pour vos deux présentations. J'aurais plutôt une question assez peut-être générale sur Watkin et sur son rapport à l'histoire sociale et culturelle, donc de ces méthodologies qui commencent à se développer, il me semble, dans ces années 70. Est-ce que je voudrais simplement en savoir un petit peu plus sur son rapport à ces deux méthodes heuristiques? C'est assez simple. David Watkin plaide pour une sorte d'autonomie de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire qu'il entend utiliser des critères intrinsèques qui ne sont pas du tout les critères qui sont utilisés par les historiens des histoires sociales, qui perçoivent les choses de manière beaucoup plus collective, à partir de foyers. Là, j'ai en tête, par exemple, Peter Burke, qui, dans son analyse de la Renaissance italienne, parle de foyer de la Renaissance et pas d'architecte individuel. Donc il y a comme ça des tensions à la fois terminologiques mais aussi méthodologiques, deux visions différentes de voir et de lire l'architecture. Et ce sont surtout sur ces points de tension-là, sur ces points de considération que vont émerger les principaux désaccords qui vont naître dans ce milieu-là, à la fois à Cambridge, mais dans d'autres pays également. D'accord, merci. Je profite peut-être d'un petit
moment de réflexion de chacun pour moi poser une question que je voulais te poser, Léna. À la fin, tu as parlé du musée des précurseurs de 1900. Ça m'intéresse pas mal. Du coup, à quel point ça participe à l'établissement de ces nouveaux corpus de référence? Comment est-ce que ça s'intègre dans la SAM, justement? Alors le processus c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire de dire les modernes à cette époque c'était eux, et en fait ce sont alors nos amis ou nos ancêtres, on est dans cette lignée-là. Alors je ne sais pas comment répondre plus précisément à ta question. Si jamais tu as envie de nous développer un petit peu sur ce que c'est, comment est-ce que ça a pris forme au sein de la SAM, ce musée des précurseurs de 1900. Alors le musée, alors déjà il est déjà envisagé un peu par Franz Jourdain, mais bien plus tôt, en fait à la fin du 19e siècle, à toute fin, il en parle déjà à un congrès d'architectes. Visiblement ça va pas trop avoir ça va pas être trop refaire trop sa réapparition jusqu'à vraiment la fin des années 30 où là en fait la SAM est contactée par Louis Hoetker à ce moment-là pour fournir une petite salle des précurseurs d'architecture moderne en fait. Et évidemment, elle va sauter sur l'occasion, bien sûr. Et donc, elle va commencer à réfléchir à cette question. Et effectivement, il va y avoir le président de la SAM de l'époque, qui succède à Jourdain ensuite, qui est Auguste Buissen, qui va fournir effectivement un document à Louis Hoetker avec un certain nombre d'architectes, donc une liste d'architectes que je n'ai malheureusement pas en tête, parce que j'aurais pu effectivement détailler un peu plus longtemps cette démarche qui s'inscrit dans celle des autres, et donc il fournit un document avec un certain nombre de précurseurs et la façon dont il voit un peu l'accrochage. Et alors dans mon souvenir, il me semble que c'est une présentation par matériaux, c'est-à-dire par construction en fer, construction en béton, etc. Il me semble, je pourrais te donner, si tu veux, plus de détails en reprenant mes notes, mais voilà. Et alors ça, c'est pareil, c'est une démarche qui est vraiment fin années 30, donc la guerre, ça va couper encore une fois l'élan. Et après, Auguste Buissen va beaucoup se mobiliser pour qu'il y ait aussi un musée Guimard. En fait, il va beaucoup traiter avec la veuve de Guimard, qui est donc Adeline Oppenheim-Guimard, pour essayer de monter en fait un musée Guimard. Là encore, ça ne va pas vraiment réussir. Il va y avoir des œuvres du mobilier, notamment de Guimard, qui va rentrer dans les collections publiques à ce moment-là, notamment à Lyon. Au musée des Beaux-Arts de Lyon, mais le projet ne va pas. Et j'enchaîne avec une question qui recoupe cette problématique des conséquences concrètes de ce canon historiographique dans la sauvegarde ou la non-sauvegarde des édifices. Donc j'ai lu quelques éléments de réponse avec ton article, William, mais je me demandais si Watkin était lié à des stratégies de patrimonialisation, etc., en Angleterre. Alors, il est membre de plusieurs associations, et dans cet article, j'insiste notamment dans les années 70, sur la constitution de tous ces groupes de protection du patrimoine, dans lesquels finalement Watkin est assez distant. Dans les quelques noms des élèves de David Watkin, donc Gavin Stamp, Alan Power également, vont participer aussi à ce grand mouvement de patrimonialisation. Et j'ai plutôt l'impression que c'est par le biais de l'enseignement qu'il va réveiller chez ses étudiants une volonté de trouver une alternative au mouvement moderne et à son hégémonie. Et il faut aussi remettre aussi dans le contexte des années 60-70 en Angleterre, où le développement urbain est, pour ainsi dire, de très mauvaise qualité. Et au fond, l'alternative classique que propose David Watkin est une alternative heureuse.
C'est une alternative qui est proposée à des gens qui ne sont pas satisfaits de l'état de la production architecturale de leur temps, dans les années 70 en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'en ai encore plein, mais je pense qu'on pourra aussi poursuivre les échanges dans un cadre un peu plus informel lors du pot de Rotonde qui aura lieu à 18h. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans 30 minutes dans la Rotonde de la Galerie Colbert. Et encore un grand merci à nos 2 intervenants et intervenantes pour ces passionnantes communications et aux premières intervenantes de la première partie de la session 2. Voilà, c'était un plaisir de vous écouter. Et merci au public pour les questions.